Les Golden State Warriors sont champions NBA 2021-2022. Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode du Dunk Hebdo NBA podcast. Forcément, aujourd'hui, nous allons discuter du sacre des Warriors qui se sont défaits des Celtics 4-2 dans les finales NBA. Pour ce faire, il est encore présent avec nous pour un autre bilan malgré la défaite de ces Celtics. C'est Alan. Alors on enregistre, on a pris un peu de repos après ces finales NBA éreintantes. On enregistre quelques jours après. Est-ce que la défaite est digérée? J'imagine que non. Alan, mais est-ce qu'elle est intégrée maintenant? J'avais pick Warriors en 6. Donc on peut se dire, t'avais bien vu la série au pire. Mais oui, franchement, moi, sur les deux derniers matchs, en fait, je voyais vraiment l'ascendant physique et peut-être même un peu psychologique du côté de Golden State. Donc j'avais un peu intériorisé que ce serait très dur de gagner la série quand il y avait 2-2 et puis 3-2. Donc ouais, franchement, c'est digéré. Et puis avec nous, si on l'a pas entendu pendant cette finale NBA, c'est Tom. Comment ça va, Tom? Ça va, en forme. En forme, et vous, les gars? En fait, maintenant, on est dans un podcast où selon l'heure où on enregistre, ma réponse sera pas la même. Donc là, je peux te dire que je vais essayer de tenir jusqu'au bout. Du coup, dans ce podcast, on va faire le bilan des deux derniers matchs parce qu'on faisait un bilan tous les deux matchs. Donc là, on va revenir sur les matchs 5 et 6. On parlera des Warriors, de ce titre, un petit peu ce qui s'inscrit dans l'histoire longue des Warriors. Et puis, bien évidemment, on parlera aussi des Celtics qui sont arrivés. On parlera peut-être un petit peu de ce qui s'est passé cette année et puis peut-être du futur aussi de cette équipe qui sera très intéressant parce qu'il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites. Comme d'habitude, on vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux, sur YouTube. On a eu beaucoup d'écoutes pendant ces finales NBA, donc on vous remercie. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous découvrez le podcast. Puis bien évidemment sur toutes les applis de podcast, Apple Podcast, Podcast Addict, Spotify, etc. Et puis quand c'est possible, toujours nous donner la note maximum, ça nous aide beaucoup. Je le fais beaucoup moins bien qu'Adrien, mais tout le monde n'a pas le même talent. Du coup, on marque une petite pause et puis on se retrouve pour parler des matchs 5 et 6 de ces finales NBA. Alors avant de revenir sur le titre des Warriors, comme je l'ai dit dans l'histoire longue de la franchise, revenons un peu sur la conclusion de la série, ces matchs 5 et 6. Alan, je vais commencer par toi. Ils ont été assez difficiles. Il y avait cette stat de Josh Schumann de NBA.com. Ces 3 matchs au niveau du rating offensif, c'était les pires de la saison pour les Celtics. Alors comment tu les as vécus ces deux derniers matchs? Est-ce que c'est, comme on va y revenir dans le podcast, est-ce que c'est vraiment l'attaque qui a pêché, qui a un peu mis fin aux espoirs des Celtics? Ouais, pour moi, c'est des défaites offensives parce que même si on parle beaucoup de l'explosion des Warriors à 3 points, de Curry, les moments chauds de Poole, Clay aussi qui est très bon dans le match 5, les scores offensifs des Warriors en termes chiffrés, non, ils sont pas incroyables. Ils sont pas dans les 115, 120 points. Donc pour moi, c'est plus des moments où Boston n'a pas su créer de l'attaque avec efficacité sur 4 cartons. Ça a été par carton, c'est dans le 3e carton du match 5 où il y a moins 12 à la mi-temps et puis Tatum commence à se mettre en place dans ce 3e carton et Boston passe devant. Boston est à plus 5 à un moment, donc il y a un swing de 17 points qui est mis en place. C'est le seul bon carton offensif de ces deux matchs quasiment pour les Celtics. Alors, il y en a peut-être d'autres dans le match 6, mais en réalité, les premières minutes du match 6 sont bonnes aussi. C'est avec Tatum qui retrouve un petit peu du mid-range, qui arrive lui et Brown à aller sur leur spot. On en parlait en live, on disait s'ils arrivent à faire ça sur l'ensemble du match, ça peut être intéressant pour Boston. Mais pour moi, c'est plus des défaites offensives les Celtics qui n'ont pas été capables de générer de l'attaque avec efficacité et qui avec des role players aussi, comme c'est souvent le cas, qui ont beaucoup moins mis dedans. Et donc, quand on adresse de tes role-players est bonne, tu gagnes. Match 1, match 3, même si match 3, les stars étaient au rendez-vous du côté de Boston. Quand ils mettent pas dedans, c'est ce que tu as dans le match 4, le match 5 et une bonne partie du match 6. Tom, on peut revenir là-dessus. Donc, une attaque des Celtics en délicatesse et puis qui est aussi... qui a dû faire face à une défense des Warriors où Draymond Green, on l'avait un peu critiqué après ces matchs 3 et 4 à Boston offensivement. Alors offensivement, on pourra revenir, il a su peut-être saisir ce que lui donnait la défense des Celtics, mais où il a été étincelant défensivement. Et puis la défense des Warriors qui offrait, par exemple, un Jason Tatum, c'était un article de Nekias Duncan qui montrait ça, toujours des schémas défensifs différents qui les a mis en difficulté sur la fin de la série. Ouais.
Oui. Bah clairement, hein. Et on a vu, tu vois, comme le disait Alan, qu'il y a eu en fait très peu de variations dans les chiffres offensifs des Warriors entre victoires et défaites. Par exemple, c'est quand sur les victoires, ils ont 110 d'offensive rating et sur les défaites, ils ont 109 d'offensive rating. Là où par exemple pour Boston, il y a un swing qui est beaucoup plus grand. Où sur les victoires, ils ont 125 d'offensive rating et dans les défaites, ils ont 95 d'offensive rating. Donc du coup, il y a vraiment un gros swing. Et ce swing-là, il s'opère non seulement sur la transition et aussi sur l'attaque demi-terrain. En demi-terrain, par exemple, quand Boston gagne sur les victoires de Boston, ils ont 130 d'offensive rating sur demi-terrain et à peu près 95 aussi pareil sur demi-terrain quand ils Quand ils perdent. sur les défaites, voilà, sur les défaites. Et en fait, un truc que tu disais, le côté à-coup sur lequel tu insistais un peu tout à l'heure, Alan, le côté run où en fait t'as des runs dans les games 5 et 6 que Boston subit où enfin c'est violent, tu vois, le 21-8 sur entre le troisième et le quatrième, notamment avec les 2-3 points de clé, et le 21-0, on en parlait d'ailleurs en direct sur la conversation, où vous prenez 11-0 à la fin du premier plus 10-0 pour débuter le deuxième quart-temps. Ben tout ça en fait c'est des choses qui, non seulement il y a l'attaque de Boston qui s'est enrayée, mais surtout la vraiment grosse défense de Golden State qui a su les faire déjouer. Et puis on va revenir là-dessus les gars, mais aussi des ballons perdus. On l'a dit, ça a été un peu sur la fin de la série. Alors il y a le facteur fatigue dont on va parler, je pense, parce que il est évident, il y a quand même un moment sur certaines séquences où on voyait que même si je pense qu'en termes athlétiques, les Celtics ont l'avantage, en termes physiques, ils étaient un peu carbonisés. Et ça en revient un peu à ce que j'aime avancer, moi, alors qui est pas prouvé statistiquement, mais il y a un moment, jouer des séries de haut niveau les unes après les autres, il y a un moment où, là, quand tu arrives à la 4e, tu sors de 2 séries en 7, un premier tour peut-être sweepé, mais pas facile. Il y a un moment où c'était trop difficile pour les Celtics. Alan, je pense qu'on peut parler de ça, mais au niveau des pertes de balles, notamment alors ça a été pour Jason Tatum, pour Jaylen Brown, qui portait énormément l'attaque, ça a été très compliqué. Et cette équipe des Warriors, sur ces runs dont vient de parler Tom et dont vous avez parlé tous les deux, cette capacité à faire payer à chaque fois qu'ils ont eu la moindre erreur, et notamment sur ces runs-là où les erreurs s'enchaînaient, c'est ce qui a décidé les 2 matchs qu'on a vus, quoi. Totalement. C'était un peu l'histoire des playoffs pour les Celtics avec la stat des 15 ballons perdus plus ou moins. Quand Boston perdait moins de 15 ballons, Boston gagnait, et quand Boston perdait plus de 15 ballons, Boston perdait. Sur les 2 derniers matchs, les pertes de ballons étaient supérieures à 15. Donc la logique a été que Boston perd ces matchs-là. Après, faut aussi mettre du crédit à la défense des Warriors qui franchement est extrêmement bonne. Elle paraît pas comme ça, mais elle est super polyvalente. Avoir toujours Wiggins, Payton, Draymond Green, Kevin Looney qui est aussi très bon sur drop. Moi je trouve que Clay est un peu surévalué défensivement, mais t'as Curry défend aussi. Enfin, il a montré beaucoup de résistance sur du post-up ou sur de la navigation entre les écrans. Donc en fait, ils te font payer. Il suffit que tu sois pas vraiment très habile balle en main, que tu fasses pas trop attention, ils te font payer directement parce qu'en plus eux sur la transition c'est pas 2 mais c'est 3 qui t'en mettent à chaque fois. Donc c'est super complexe là-dessus, et je pense que Draymond c'est un peu le symbole de ça. Beaucoup parlent de Wiggins, sa défense sur l'homme, sur Tatum, elle a été excellente, c'est vrai. Mais je pense qu'il a profité aussi de la fatigue de Tatum sur la fin pas que les playoffs, la fin de saison, hein, parce que depuis janvier Boston joue à fond tous les matchs parce qu'il fallait se replacer dans la conférence Est. Mais Draymond, l'influence off-ball qu'il a, défensivement, les lectures, l'anticipation de l'anticipation, la suranticipation qu'il a, il détruit, il annule des jeux deux temps avant que ça soit au joueur qui est destiné à toucher le ballon. Et rien que ça, pour une attaque qui en plus même si Tatum est devenu un super playmaker, n'a pas un playmaker naturel principal, c'est trop compliqué. Tom, ton avis là-dessus, du coup? C'est comme le dit Alan, hein, c'est vraiment, pour moi, c'est ce qui a vraiment fait la bascule depuis le match 4. C'est en fait ce qui s'est passé après que Draymond soit benché, en fait. Il y a eu pour Draymond, il y a eu un avant benchage et un après benchage. Et en fait, sur les 2 dernières victoires des Warriors, Draymond défensivement, il est vraiment exceptionnel, quoi. On revoit le Draymond Green qui peut être pour moi, qui pourrait être considéré comme le meilleur défenseur de playoff, quoi, de ces 10 dernières années, par exemple. Tu vois. Là, on revoit vraiment ce Draymond là sur les 10 derniers matchs, quoi. Comme tu disais, et
là, il y a non seulement la polyvalence sur la défense, le fait qu'il sache avoir qu'il sait avoir les bons timings, notamment sur les aides. Et puis, je pense que au bout d'un moment, il avait appris en fait totalement tous les schémas de Boston, et que les Celtics n'avaient pas assez de créativité pour pouvoir résister en fait au jeu d'esprit qu'il arrivait à leur faire jouer. Notamment par exemple sur les angles qu'il leur donnait sur les drives. Ils savaient très bien, par exemple, il y a une action qui me remémore, que je me remémore, je crois que ça doit être dans le game, ouais, c'est dans le game 6 par exemple, sur un drive de Tatum côté gauche, où il arrive, il aide sur Tatum, et puis il le relâche un petit peu parce qu'il a déjà vu où Tatum, il a emmené à Tatum tellement loin vers le cercle que là il lui reste une seule option, c'est faire la passe, et il arrête tout juste de l'accompagner simplement pour récupérer le ballon, repartir sur une contre-attaque. Et ça, il y a eu pas mal de choses comme ça en fait, des jeux d'esprit de Draymond Green, où même si il y avait pas forcément un turnover, enfin il y avait pas forcément une balle perdue pour Boston, ou une interception créée par la défense de Golden State, il arrivait à faire en fait déjouer, à enlever du rythme à l'attaque de Boston par son placement, par ses anticipations et par tout ce qu'ils arrivaient à faire loin du ballon. Ça me fait ça me fait beaucoup penser à ce que tu dis, Tom. C'est il est souvent cité, parce qu'il y a des très bonnes vidéos YouTube de Ben Taylor Thinking Basketball qui montre ça dans son bilan du match 6. C'est Jason Tatum part en contre-attaque face à Draymond Green. Très souvent, Tatum lui fait son contre dans ce genre de position, fait un petit Eurostep et fini. Et il le fait une fois contre Draymond Green. Quelques temps après, même situation, Draymond Green anticipe l'Eurostep à l'avance, et du coup, Tatum ne peut pas finir. C'est ce qui s'est passé dans le match 6. Et effectivement, on a vu que Draymond Green, au bout d'un moment, et c'est pour ça où l'expérience des Warriors, mais peut-être qu'on l'avait pas imaginé à ce point-là, dans la connaissance du système adverse, au bout de 5 ou 6 matchs, contre une attaque qui, on l'avait déjà dit pendant ces playoffs, et pas la plus transcendante, bien, il y a un moment où, en fait, et on l'a vu à partir de la moitié du match 4, il y a ils sont surpris par plus rien, en fait, à part des runs où Jaylen Brown ou Jason Tatum font un peu de numéro de soliste, il y a plus de surprise. Clairement. Et c'est ça aussi la grande difficulté, puisque les Warriors, ils arrivent, parce que défensivement, Boston a été solide, pendant toute la série. Ils ont pas démérité, ils ont vraiment poussé, je pense, les Warriors dans leur retranchement, et ils ont montré aussi le fait que défensivement face aux Warriors, les défenseurs d'anticipation, c'est intéressant, mais il te faut des défenseurs de réaction, parce que l'attaque des Warriors est tellement huilée et elle sort tellement de l'ordinaire de ce qu'on peut voir dans la ligue que forcément tu seras surpris dans l'anticipation, et qu'il te faudra du coup avoir quelqu'un, notamment on peut parler de l'apport de Rob Williams, notamment sur les 2 derniers matchs. À partir du moment où il est pas sur le terrain, on voit que c'est plus des défenseurs d'anticipation avec par exemple Al Horford ou voire même Grant Williams qui sont sur le terrain, et personne qui joue au-dessus du cercle en fait pour pouvoir annihiler en fait les tentatives de tir, quoi. Et c'est ça qu'on peut voir, tu vois. On a vu les Warriors un peu en difficulté dans le même style de défense, par exemple comme contre Boston, avec des joueurs qui avaient du playmaking défensif et des capacités à pouvoir recouvrir une fois que le système avait été ébranlé, et que la défense avait été il y avait une brèche trouvée à la défense. Il fallait du coup un rempart au niveau du cercle. Et ça, je trouve que Boston a beaucoup manqué de ça, et n'a pas pu permettre à l'attaque des Warriors d'être ralentie tout autant que de l'autre côté, la défense des Warriors ralentissait totalement l'attaque de Boston. Oui, parce que si on bascule un peu sur les Warriors, parce qu'on va essayer de continuer sur les Warriors, on est bien d'accord que si on bascule sur les Warriors, on parle encore un peu des Celtics, on l'avait dit avant d'enregistrer, mais cette idée, et Tom l'avait prouvé avec l'offensive rating, defensive rating, on est tous d'accord, je vais partir vers toi, Alan. Les Celtics perdent le titre en attaque, en fait. Ils le perdent pas en défense, parce que défensivement, contre les Warriors, il y a eu beaucoup de polémiques en début de série par rapport au drop, etc. Je veux dire, quand on voit, alors, Stephen Curry a pas fait un bon match 5, par exemple, mais quand on voit l'impact qu'il a pu avoir, quelle que soit la défense proposée par les Celtics, c'est pas la défense, là, c'est qu'il fallait marquer plus de points de notre côté. C'est ça. Pour moi, il n'y a pas eu d'énorme éclat offensif des Warriors. Ils en ont pas mis 120, 130. Alors, oui, dans le match, il y a un gros garbage time dans le match 2, notamment, mais c'est jamais
Boston a été sauf le 6, pour moi, quasiment dans tous les matchs, en fait. Et t'es dans tous les matchs t'es dans tous les matchs avec une attaque moyenne. Bah, ça veut dire qu'en fait, c'est ton attaque qui a posé problème. Parce que si t'avais vraiment été meilleur offensivement, donc s'il y avait eu plus d'agressivité vers le cercle, s'il y avait eu plus de réussite des role-players, les role-players font gagner le match 1, les role-players, a gagné le match 3. Voilà, et le match 3, je vais pas dire qu'ils font perdre le match 5 et 6, mais ils aident pas, en tout cas. Parce que le match 5 et 6, sur les drive and kick, alors Horford est bon, un peu dans la deuxième mi-temps des deux matchs, d'ailleurs, dans la deuxième mi-temps des deux matchs. Ouais. Mais White, Grant Williams, Smart, Pritchard, qui ratait tous ses tirs, ces gens-là n'ont pas été au rendez-vous. Donc, tu couples ça à l'attaque des Warriors qui, sans être historique, a été très solide. Comme l'a dit Tom, elle est variée. Ils ont retrouvé Jordan Poole sur la fin de la série. Oui, il y a un match où Wiggins et Clay sont les deux meilleurs scoreurs de l'équipe. Match 5, ouais. Donc plus de variété. Ouais. Draymond qui met des tirs dans le match 6. Gary Payton qui est bon aussi dans les matchs. Otto Porter qui met des tirs. Il y avait plus de solutions, en fait. Donc c'est un peu logique pour moi. C'est plus vraiment une défaite de l'attaque de Boston. Et après, je sais pas s'ils pouvaient faire vraiment mieux que ça. Mais c'est quand même la défaite de l'attaque de Boston qui est la cause du non-titre de Boston. Si on peut revenir là-dessus, c'est vrai que c'est un symbole, parce que si on se met à la place des auditeurs, la dernière fois qu'ils nous ont entendu, enfin, en l'occurrence, c'était Adrien et moi-même, on avait été beaucoup critiques vis-à-vis de Draymond Green. Tu vois que sur le match 5 et 6, Tom, tu l'as bien dit, il y a eu un avant, un après, parce que même dans ces séquences où parfois il avait la balle, il regardait même pas le panier, il y a eu 2-3 séquences sur les 5 et 6 où il tente une petite pénétration, il finit avec un petit flotteur. Et ben ça change un peu tout ce qu'il y a pour les Warriors. On va peut-être du coup s'élever un peu et parler de ce titre des Warriors. Tom, livrons les secrets, tu as écrit la trame de cet épisode et tu as intitulé la partie d'après le titre des Warriors. Alors, le titre des Warriors. Vas-y Tom, parle-moi-en. Bah, je trouve que c'est quand même un beau titre. Bah, quand on prend l'historique de cette équipe-là, c'est un beau titre. Ils sortent ils partent de très loin. Enfin, en début de saison, l'an dernier, on rappelle qu'ils se font éliminer au play-in. Hein. Ils font pas les playoffs. Donc, c'est une équipe qui a pas fait les playoffs l'an dernier, qui est de nouveau champion. C'est une équipe qu'on avait quitté un peu en playoff sur un peu le toit de la NBA et qui tombe malencontreusement à cause des blessures face au Toronto, même si les Raptors étaient une sacrément bonne équipe, mais enfin on peut pas enlever le fait que la blessure de Kevin Durant et aussi celle de Klay Thompson ensuite, c'est ce qui a annihilé en fait toutes les chances des Warriors de remporter ce titre-là. Et ils ont 2 années un peu de vache maigre. Et ils reviennent, et je me souviens qu'en début de saison, on avait pas mal de doutes en fait sur cette équipe-là, notamment par rapport au niveau de Draymond Green de l'an dernier, par rapport à l'âge en fait de Stephen Curry, puisque Stephen Curry il a fait une excellente saison, en tout cas c'était peut-être l'une des 5 meilleures saisons par individuel. L'année dernière quoi, pas cette année, l'an passé, tu vois, où même si ils vont pas playoff, son rôle est vraiment capital. On commençait à avoir une petite émergence de Jordan Poole et en fait on se rend compte que cette équipe-là, elle a réussi cette année avec un mix de vétérans, d'anciennes gloires et leur noyau dur, en fait, d'aller récupérer un titre et de rester invaincu dans la conférence Ouest sous les Arqueurs, quoi. Ce titre des Warriors, Alan, t'en penses quoi? C'est vrai que faut dire, alors ça a été signalé par quelques fans des Warriors. C'est vrai que c'est un épisode où on doit faire notre mea culpa. On n'y croyait pas. Enfin, on n'y croyait pas en cette équipe-là et on s'est trompé. Enfin, force est de constater qu'on s'est trompé. Donc aujourd'hui, c'est aussi peut-être de comprendre pourquoi on s'est trompé. Tom, t'as fait un premier pas là-dessus. Là-dedans, Alan, qu'est-ce que t'as à dire? Moi, j'y croyais pas parce que pour moi, NBA, tu peux pas être dans l'entre-deux. Et pour moi, après la trade deadline, ils étaient dans l'entre-deux parce que même ayant une masse salariale extrêmement élevée, ils avaient fait le choix de pas aller chercher un 6e, 7e joueur et de garder leurs assets. Leurs assets étant Kuminga, Moody, Wiseman. Et pour moi, je les voyais peut-être un joueur trop court dans leur run de playoff. Je trouve que la saison régulière, elle était bonne, mais elle était pas incroyable. Ils commencent très bien, mais ils commencent avec un très très long homestand à la maison.
Il y avait le retour de Clay. Quelle Clay on allait avoir? Draymond, pareil. Donc, ouais, je suis surpris. Mais en fait, ils avaient toujours sur le terrain le meilleur joueur de la série. Ça, c'est quelque chose qu'il faut se dire. C'est toujours un aspect important, tout en n'ayant pas non plus un trop gros écart avec leur deuxième meilleur joueur. Il y a dans chaque série des joueurs qui ont su augmenter leur niveau. Poole commence très bien les playoffs. Et ensuite, il y a une montée en puissance. Et même, je vais le dire, hein, franchement, la série contre Memphis, moi, elle me convainc pas, hein, très honnêtement. Ils sont pas très bons. Oh non, tu vas nous rendre Tom triste, là. Regarde déjà. Non, c'est pas ça, mais en fait, est-ce que, je pense à quel point on est biaisé du coup par le fait que Memphis n'était pas au complet, oui. enfin n'a jamais été vraiment au complet pendant toute la série, et je pense que si le match 5, si au match 5 ils prennent pas une telle rouste, peut-être qu'on en parle différemment. C'est le fait qu'on les a vus peut-être se faire rouster par Memphis sans Ja Morant. Mais ils peuvent c'est un perdre peu peut-être biaisé, tu vois. Ils peuvent perdre les 2 premiers. Oui, ils peuvent perdre des. Ouais. Ils doivent perdre les 2 même le 4, ils peuvent le perdre. Je veux dire, ils doivent perdre les 2 premiers pour moi. Ça doit partir à 2-0 Memphis à Golden State. Mais donc voilà, mais ensuite après, en fait peut-être que c'est une équipe qu'on a sous-estimée dans la capacité à se métamorphoser et à s'adapter de A à Z à chacun des adversaires qu'elle a, proposer toujours plusieurs solutions. C'est un peu les anti-Bucks par moment. C'est-à-dire que les Bucks, c'est le rouleau compresseur qui va te battre parce qu'ils ont tout le temps la même chose et t'es juste pas assez fort pour contrer ça. Eux, tu peux trouver qu'il y a des points faibles sur certains aspects, tu peux te dire qu'il y a des match-ups favorables, ils vont toujours trouver la manière de te mettre en difficulté. Ça va prendre pas mal de temps, parfois ça prend des fois 2-3 matchs, mais il suffit juste qu'ils gagnent les premiers matchs pour en plus se mettre en confiance et après t'es mort. Parce que même la série contre Dallas, honnêtement, les 3 premiers matchs, il y a 3-0. Pour moi, ça peut être à 2-1 pour eux, Dallas doit en prendre un des 3 et c'est pas incroyable, mais juste ils arrivent à gagner les matchs qu'il faut et ensuite ils sont toujours énormes sur les fins de série, je trouve. Sur les fins de série, ils te rendent toujours sans solution offensivement. Et après eux, leur attaque elle mettra toujours des points. Et je trouve que défensivement, c'est une équipe qui analyse beaucoup sur les débuts de série et t'empêche de faire ce que tu veux sur les fins de série. Et je trouve que c'est ça depuis 2015 en fait les Warriors si on regarde. Mais il y a beaucoup de ça dans le sens où on a beaucoup pointé du doigt, notamment à l'Est dans ces playoffs, des équipes incomplètes. Dans le sens où on l'a vu avec Boston aussi, hein, où l'attaque parfois pouvait pâtir. C'était le cas de Miami, etc. Et là où peut-être on a sous-estimé ça, c'est que les Warriors, tu l'as dit défensivement, Alan, s'il n'y a pas ce run fou des Celtics sur la fin de la saison, c'est la meilleure défense NBA. En tout cas, ils l'ont été pendant une partie de la saison. Et puis offensivement, ils peuvent toujours mettre des points. On l'a vu sur séquences. Ils ont des séquences où ils peuvent être très très forts. Et contrairement, si on fait la comparaison avec les Celtics dans ces finales NBA, les trous des Warriors sont moins, c'est moins les abysses que du côté des Celtics. Donc c'est un équilibre qui, dans une année où, comme on l'a parfois pointé du doigt, il n'y avait pas d'équipe, il n'y avait pas de rouleau compresseur cette année, et bien cet équilibre-là, c'est ce qui a fait que les Warriors, je pense, soulèvent le titre maintenant. C'est que même dans des séries comme vous l'avez dit, ils se sont pris une rouste, mais en soi, en fait, au niveau des variances, ça reste une équipe qui reste quand même très solide la plupart du temps et qui a cette assise défensive. Et c'est un cocktail qui, très souvent, va loin en playoff. Et ça, peut-être qu'on avait sous-estimé leur défense, en fait. Clairement, c'est une équipe qui a perdu 6 matchs en 4 séries. Ils ont perdu que 6 matchs. Ouais. Donc, Et les facultés aussi à ne pas paniquer. Comme tu dis, non seulement ils ont perdu que 6 matchs, mais par exemple, quand on reprend en contexte ce qui s'est passé dans ces finales, ils ont gagné 4 des 5 derniers matchs. Ouais. Ils ont gagné 4 des 5 derniers matchs. Alors que, la plupart du temps, t'as l'impression que Boston est meilleur, avant le match 4, jusqu'au match 4, t'as l'impression que la plupart du temps, peut-être 60% de la série, que Boston est meilleur, quoi. Ah, mais totalement. Il y a on en parlait avec Alan, il y a un peu avant, dans le match 4, honnêtement, on me demande de parier à l'intérieur du match 4, mais je mets tout, mon épargne que je n'ai pas sur les Celtics, en fait, à ce moment-là. Sur les Celtics, ouais. Et c'est très intéressant que tu dis ça quand t'écoutes. Moi, je suis fasciné par le podcast de Draymond Green. Pas tellement dans le sens de est-ce qu'il a le droit d'avoir un podcast et tout, les questions de boomer aux États-Unis. C'est pas ça. C'est plutôt, la sérénité qu'il a après le match 1 où ils se prennent, mais un torrent des roleplayers des Celtics, et tu l'écoutes dans ce podcast où il est en mode
ouais, bon, bah, c'est des role-players qui ont mis des tirs à 3 points. Nous, on a bien su contenir Brown et Tatum. Ça va. Enfin, genre, c'est ça le plus important. C'est ça le plus important. Genre, incroyable. Que les role-players prennent feu, en vrai, c'est un peu la partie de la stratégie et c'est un truc qui se reproduira pas. Ouais. Et en soi, enfin, c'est aussi leur confiance à l'entame du match 4 à Boston, où encore une fois, on l'a dit, hein, les cartes sont pas de leur côté. Donc oui, il y a cette sérénité-là d'une équipe qui est historique. Donc effectivement, c'est un élément qu'on avait sous-estimé aussi peut-être. Totalement. Oui. Ouais. Après, d'autres raisons, par exemple, je nous ai réécouté pour les raisons pour lesquelles on croyait pas aux Warriors. C'était l'un des premiers podcasts après l'intersaison, je crois, ou c'était après, je crois, à Vegas, quand on avait eu les over/under. Et les choses qu'on avait dit à l'époque, c'était déjà le niveau de Draymond Green qui nous avait pas rassuré de la saison dernière, le combo Iguodala Porter où il y avait de gros points d'interrogation qui devaient être normalement les vétérans qui allaient accompagner du coup le noyau dur. On hésitait aussi avec le temps de jeu, enfin comme tu disais Alan, la notion d'entre-deux et le temps de jeu qu'aurait eu par exemple Wiseman, Kuminga et Moody. En playoff, ces joueurs-là, ils ont eu 250 minutes. Ils n'ont pas joué en playoff. Et donc ils ont quasiment pas joué en playoff. Et il y avait la question du retour de clé et les trucs qu'on n'avait pas du tout anticipé, c'est le niveau de Poole, le niveau d'Andrew Wiggins, parce que faut dire ce qui est. Andrew Wiggins, c'est pour moi c'est l'un des joueurs les plus surprenants vraiment de la saison, et puis même en playoff, ce qu'il arrive à faire en finale NBA, je pense que personne ici en tout cas ne pensait Andrew Wiggins capable d'être cette force en fait des deux côtés du terrain, capable de non seulement être un maillon important dans la défense individuelle et collective des Warriors, et surtout de pouvoir se créer des tirs à partir de rien. Lui qui était plus qui avait plus un rôle en fait de talent dépendant globalement pendant la saison, quoi. Puis il y a aussi des éléments. Elle est parfaite. Ouais. Sa théorie du costume, elle est parfaite pour Wiggins en fait. Il a été drafté, labellisé avec un costume trop grand pour lui. Et là, j'ai limite l'impression que le costume était trop petit. Donc, c'est sûr que, bien sûr que dans le match 5, il fait son chantier sur le mid-range et tout ça, mais c'est sûr qu'Andrew Wiggins peut mettre ses tirs. Enfin, on le sait. Surtout quand il y a du mismatch, il se retrouve à les prendre sur White, sur Smart, sur Pritchard ou sur des plus petits. C'est ça aussi. Pritchard totalement injouable, alors qu'il était jouable contre Milwaukee et contre Miami. Et je comprenais pas pourquoi Milwaukee n'attaquait pas Pritchard sur chaque attaque. Kerr, il l'a attaqué à chaque fois. Et il est devenu, voilà, c'est encore le taf de Steve Kerr. Peut-être qu'on l'a un peu, personnellement, on l'a sous-évalué par moment. Il est arrivé dans une excellente situation. Il avait un MVP historique, unanime, une équipe incroyable. En plus, avec KD après, tout le monde aurait sans doute pu coacher cette équipe. C'était l'idée un peu centrale que tout le monde développait. Là, c'est un travail du staff. C'est un travail de coaching qu'ils ont réussi à faire. Je trouve que c'est assez impressionnant. Ils arrivent à bien cimenter ils arrivent à bien cimenter du coup leur dynastie, puisque 4 titres en 8 ans, c'est limite du jamais vu, quoi. C'est incroyable. Il y a des éléments, tu vois, par exemple, de réussite. Alors, je précise, des éléments des réussites qui sont présents dans tous les runs de champions. Ouais. Par exemple, Otto Porter qui joue 63 matchs cette année, ce qu'il n'avait pas fait depuis 5 ans pratiquement. Tu vois, c'est des trucs où on était, en fait, nos doutes n'étaient pas non plus illégitimes à cette époque, et ils ont réussi à retrouver un Otto Porter. Enfin, franchement, si l'été dernier quelqu'un était venu nous voir en nous disant Otto Porter va jouer 63 matchs et starter des finales NBA dans des matchs de finales NBA, franchement, on rigole. Donc effectivement, il y a eu cette réussite du côté des Celtics. Et Tom, si on veut s'élever encore une fois à nouveau, c'est vrai que ce titre-là cimente. Alors, on va pas faire de comparaison historique, mais cimente les Warriors parmi les grandes dynasties de l'histoire de la NBA, quoi. Ouais, clairement. Après, si tu regardes bien, ça va être, si on reprend la NBA entre guillemets moderne, tu auras peut-être les Bulls. Moderne, tu fais démarrer quand dans les années 80? Ouais, si tu prends ça, les Bulls après, moi, je suis pas forcément un grand historien de la NBA, mais moi, par rapport aux choses marquantes, il y a peut-être les Bulls, les Lakers. Et les Spurs. Et les LeBron James, quoi. Oui, et LeBron James. LeBron James. Voilà. Ouais, non, mais il y a de ça, il y a beaucoup, j'entendais beaucoup du côté des États-Unis, parce que
la plupart des journalistes qui parlent maintenant, quoi, la 40, cinquantaine aux États-Unis, tu vois qu'il y a une espèce de fascination autour des Lakers Showtime. Et tu vois, il y a beaucoup cette espèce de parallèle qui est fait pas tellement au niveau de jeu, mais sur l'image collective d'une équipe qui joue un basket assez offensif, assez spectaculaire et qui réussit à se maintenir dans le temps. Donc il y a beaucoup cette comparaison-là dans l'esprit collectif qui se fait, qui est intéressante. Je pense pas que basketballistiquement elle ait du sens sur le terrain. Je pense juste que en termes de représentation dans l'esprit collectif, il y a de ça. Il y a surtout que, franchement, si on refait encore notre mea culpa, honnêtement, suite à la défaite contre Toronto et dans les mois qui suivent, pour moi, c'est terminé. Le chapitre Dynasty Warriors est terminé. On a fermé le chapitre et on ouvre un nouveau chapitre dans une période où je pensais qu'on allait être dans une espèce de post-dynastie un peu compliqué, où on se berçait un peu d'illusion du côté des Warriors. Et là, c'est une de mes plus grosses erreurs en 6 ans de podcast. Ils perdent le meilleur joueur de la ligue. Ils perdent le meilleur joueur de la ligue. Ou le meilleur joueur, ou leur meilleur joueur à eux est un des 2 meilleurs joueurs de la ligue. Ils le perdent. Et ils arrivent quand même à être champions 2 ans et demi après. Ils ont un de leurs 3 piliers de cette dynastie, Klay Thompson, qui fait 2 ans sans jouer au basket. 2 ans blancs. Enfin, il y avait quand même. Enfin, c'est un retour. C'est un script hollywoodien ce qu'ils ont fait. C'est ça. D'ailleurs, Klay qui est le joueur des Warriors qui a joué le plus de minutes durant ses playoffs. C'est incroyable. Incroyable. Wow. Ah, c'est le meilleur joueur à avoir en interview, je pense. Il est incroyable sur la fin des playoffs. Mais Tom, peut-être pour, pas refermer, mais presque refermer ce chapitre Warriors. Je sais que dans la trame, tu voulais parler alors ça m'a fait beaucoup rigoler quand je l'ai lu et on en a discuté. Pareil. La polémique du titre acheté. Alors on croirait un titre du Canard enchaîné. Vas-y, dis-moi, Tom. Non, c'est simplement que voilà, les Warriors, c'est une équipe qui explose le plafond salarial de la ligue avec un effectif à 170 millions. Donc du coup, ça fait un peu grincer les dents aux propriétaires qui ne veulent pas ou qui ne pensent pas que ce soit utile de mettre autant d'argent dans leur équipe de basket pour pouvoir gagner. Mais après, c'est ça, hein, on le dit souvent, avoir un propriétaire qui est capable de payer, c'est un avantage non négligeable dans la ligue. Et on le voit encore une fois. Les équipes qui gagnent le titre NBA sont des équipes qui paient beaucoup et qui n'auront pas peur de payer des role players très chers, peut-être trop chers, parce qu'ils savent à quel point ils sont difficiles à remplacer. Par exemple, voilà, les Warriors, c'est une équipe qui a 4 joueurs qui ont signé des contrats à leur maximum à un moment donné. Stephen Curry qui a signé pour le Supermax, Andrew Wiggins qui a signé le max après le max après son contrat rookie, puis Thompson qui a signé le max pour un vétéran et Draymond Green qui a prolongé à son max lui au moment où il pouvait l'an dernier. Donc malgré ça, voilà, donc oui, c'est une équipe qui explose le plafond pas salarial, mais c'est une équipe qui a quand même donné des choses pour pouvoir le faire. C'est pas genre ils se sont dit tiens, on est déjà au-dessus du salary cap, on va utiliser 20 millions sur un tel. Non, ils utilisent simplement les règles du CBA. Ils ont eu la possibilité, par exemple, pour le sign and trade de Russell, ils ont eu la possibilité du coup de se décharger du contrat d'Iguodala, de l'envoyer à Memphis contre tour de draft. Voilà, ils se sont séparés d'un tour de draft pour pouvoir gagner cet argent-là. Et après cet argent-là, ils l'ont utilisé ensuite pour avoir Oubre, entre guillemets, de façon gratuite. Et puis voilà, et ça leur a permis petit à petit d'avoir des munitions pour pouvoir rester haut au niveau du payroll et d'avoir des éléments qui leur permettent de faire des transferts, quoi. Et ça, pour ça, il faut des propriétaires qui sont capables de payer. Alors dire qu'ils ont acheté le titre, pour moi, c'est totalement faux. Mais dire qu'ils utilisent au maximum leurs moyens financiers pour pouvoir se donner le maximum de chances de gagner, c'est vrai. Et même si ça déplaît aux propriétaires qui soit ne sont pas capables ou soit qui ne veulent pas payer plus. Après, je pense que c'est une réaction, Tom, de fan NBA où il y a peut-être aussi, il y a toujours ce rêve de la NBA un peu intact, vierge de toute considération financière où en réalité on serait tous sur un pied d'égalité parfait et dans lequel il y aurait seulement les seuls l'UNSS quoi. L'UNSS, oui. Enfin, même sinon, on n'est pas sur un pied d'égalité, l'UNSS. Enfin, bref. En tout cas, quand t'as un gymnase pourri, je salue mon collège. Bref. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a vraiment cette idée
je sais pas, d'égalité parfaite. Et en fait, on le dit souvent dans le podcast, c'est pas le cas. Donc je pense qu'il y a de ça aussi, de se dire, c'est une équipe qui profite, peut-être ça. Après, je t'avoue que c'est pas une critique une analyse du titre des Warriors que j'avais beaucoup vu personnellement, mais bon, je suis de moins en moins sur Twitter, donc peut-être qu'elle m'a Je pense échappé. que c'est même l'inverse, hein. Moi, je pense qu'ils profitent aux yeux du grand public du fait qu'ils ont drafté la plupart de leurs joueurs. Exactement. Comme quoi, c'est une excuse pour payer, parce que eux, en gros, c'est pas une super team. Eux, c'est une équipe qui a drafté et développé le corps de ces joueurs et même les joueurs les plus importants. Dans les joueurs qui sont clés dans le titre pour eux, qui n'ont pas été draftés par eux, il y a que Otto Porter et Andrew Wiggins quasiment. Enfin, Gary Payton, oui, mais des gens vont dire qu'ils ont développé et qu'ils ont trouvé Gary Payton. Donc ça, en France d'ailleurs, et même parfois aux États-Unis, ça excuse le fait d'autant payer parce que c'est toi qui as développé, j'ai l'impression. Tandis que LeBron avec ses super teams, les Nets, par moment, ou d'autres équipes comme ça, se sont fait vraiment pointer du doigt pour être des super teams qui payaient les Lakers et tout. Mais après, tu vois, sur Twitter, tu vois pas mal de choses où il y a un amalgame qui est fait, je trouve, où on te dit que oui, là, avec, par exemple, on va dire, par exemple, les Nets ou, par exemple, même les Lakers, les Clippers, les Lakers, te disent que, ouais, voilà, ils vont te dire, voilà, le système avec 3 joueurs au max, ça marche pas, tu vois. Ils en ont 4. Sauf que les Warriors, ils ont 4 joueurs au max, les gars. Oui, mais c'est... Tu vois, c'est un peu des raccourcis qui sont pris parfois. Complètement. On peut enchaîner, mais je pense que c'est une discussion intéressante qu'on pourra réouvrir pendant l'été. Mais je suis plutôt du côté d'Allen. Je pense que c'est un titre qui va, surtout qu'on a à quelques encablures de la draft, surtout si on si on enchaîne du côté des Celtics, cette idée regardez, on a 2 équipes dans lesquelles il y a eu de la draft pour les principaux joueurs. Si on écarte un peu et qu'on regarde qu'en finale, du côté des finales à l'Est, il y avait les Miami, ou autour de Miami, il y a le développement. Oui, Jimmy Butler est arrivé, mais c'est dans la culture de Miami. Je pense que pour les chantres de la free agency, c'est pas un bon moment parce que actuellement, c'est un peu compliqué. Alors Tom, tu m'as mis revenir sur le duo Brown-Tatum. C'est un grand problème pour moi, cette question, parce que ces finales NBA, le feuilleton dans la discussion d'Unkedo, c'était un peu la relation Tatum-Brown. Le chaud et le froid. le chaud et le froid, comment ça se passe. Donc, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites. Donc, je vais d'abord donner la parole à Alan pour revenir sur Tatum et Brown, peut-être dans cette série, dans ces playoffs et peut-être dans cette saison plus globalement, si on s'écarte un petit peu à chaque fois. Mais qu'est-ce que t'en penses de tes deux pépites? Dans ces playoffs et dans cette saison, c'est extrêmement positif. Je repense à l'épisode que vous aviez fait, comment entourer Luka, Trey et Tatum. Vraiment, c'était à une époque sombre de la saison des Celtics. Et le premier des mots d'ordre qui avait été mis en avant par les membres du podcast, c'était de pas séparer Brown et Tatum. Je pense que tous étaient toujours d'accord sur ça. 2 joueurs aux ailes qui sont pas encore dans leur 3e contrat, donc qui ont encore une marge de progression. Faut pas me parler de complémentarité ou de fausse complémentarité. Ça doit marcher. Ça a toujours marché, en fait, quasiment dans l'histoire de la NBA. Alors oui, ça gagne pas des titres tout le temps. Bah oui, mais c'est pas tout le monde gagne pas des titres, hein. Tout le monde va pas tout le temps en finale NBA. Mais, je trouve qu'on a vu, quand il y a eu de vrais choix qui ont été faits pour mieux les entourer. Donc, pas un porteur de balle qui tue ton spacing, Dennis Schroeder, pas, un joueur ultra ciblable défensivement, ce qu'était Kemba Walker dans les années précédentes du côté de Boston. Quand on a vraiment pu mettre en place un effectif qui fitait, faut le dire, ces deux joueurs-là, et ben ça fonctionnait. Donc très satisfait. Et sur la finale, une série décevante de Tatum qui à part dans son playmaking dans le début de la série n'est élite dans quasiment rien. Alors que sur ces playoffs... À 3 points quand même. Ouais. À 3 points quand même. Ouais, mais ça m'énerve. Parce que, oui, il est élite à 3 points. Il a des coups de chaud incroyables. Il fait du Devonte Graham, quoi. Ouais, c'est pas ce que j'ai envie qu'il fasse, mais... Du Devonte Graham. C'est pas ce que j'ai envie qu'il fasse. Mais oui, complètement. Pour la petite histoire avec Alan, le Devonte Graham, c'est un peu le joueur on est omnibulé par ses stats à 3 points et on voit qu'il arrive absolument à rien à l'intérieur de la ligne. Ce qui a été le cas de Tatum, un joueur de son standing ne doit pas shooter aussi mal à 2 points. Alors, c'est impliqué par la défense des Warriors, c'est impliqué par la fatigue, mais on peut pas ne pas aller autant au cercle. Ça fait 4-5 ans que la finition au cercle, c'est un grand problème pour moi, et là, ça a été encore un problème. Je pense que ça peut progresser. Brown, c'est
Et en fait, c'est le cas depuis 2-3 ans. Brown, c'est un pyromane, en fait. Vraiment, il a des séquences offensives où il est d'une confiance sur le pull-up, sur le mid-range, sur la capacité à tirer. C'est une des plus belles progressions, je trouve, de la NBA depuis 2016, depuis qu'il est arrivé. Ça, son jeu offensif. Toujours des petits problèmes de vision tunnel, de dribble par moment, qui m'irrissent un peu le poil. Mais, un peu. Beaucoup. Un peu. Ça, et en 2018, me connaissant, vous devez me connaître, j'aurais encore plus été énervé, je pense. Là, je mûris avec l'âge. Mais, pour moi, très satisfaisant, honnêtement. Et puis, tomber sur meilleur, ça reste, oui, les finales sont décevantes de Tatum. Brown, par moment, sort un peu de ses matchs, mais il a trop en faire. Tu le mentionnais, Ben, et t'avais raison quand on en parlait tous les deux. Pour moi, c'est très positif. Après, on pointe du doigt, peut-être qu'il n'y a pas été au niveau de l'attaque, mais chapeau pour la défense qu'ils ont pu produire, en fait, pendant toute la série, hein. Enfin, encore une fois, aller mater la défense de Jaylen Brown sur Klay Thompson, notamment pour le suivre dans les écrans où il fait un spin à l'intérieur de l'écran pour empêcher Klay Thompson de passer de l'autre côté. Enfin, c'est des trucs de malade. Allez regarder ça. Et puis voilà, c'est des jeunes joueurs qui arrivent à être à ce point bons entre guillemets des deux côtés du terrain. Il y en a pas des masses dans la ligue, surtout à une position comme celle-ci. Donc du coup, c'est vraiment bien pour les Celtics d'avoir pu faire ce run-là. Après, par rapport à Tatum, je trouve que la chose qu'on peut lui reprocher, je trouve, c'est le manque de force. C'est quelqu'un qui ne joue pas avec force. Alors, je sais pas est-ce que c'est dû à sa blessure à l'épaule, mais en fait, c'est un peu ce qui se passe avec DeAndre Ayton parfois, où il est beaucoup plus dans l'évitement. Et on le voit, hein, enfin, il s'est réveillé peut-être, je crois que c'est le match 5 où il se réveille, il arrive à choper, je crois, une dizaine de lancers francs. Il se réveille un peu, mais après, pas de grands faits. Il arrive pas à provoquer des fautes, c'est assez brouillon. Comment dire? Il a, offensivement, tu vois, il reste un peu bloqué et une fois qu'il arrive à l'intérieur une fois qu'il a dépassé, la ligne, tout le drive and kick, bah, une fois que les angles pour le kick sont bouchés, bah, il arrive pas à aller finir et à agresser, vraiment le cercle, quoi. Il se bloque à mi-distance, voilà. C'est ça. Donc, il y a la défense, du coup, des Warriors qu'il faut lui donner beaucoup de crédit, mais il y a aussi, je pense, quelque chose au niveau de Jason Tatum à corriger. Là où Brown, on l'a vu beaucoup plus percutant à partir du moment où personne n'arrivait à le stopper sur le périmètre, quoi. Brown, quand tu regardes même les interceptions que Brown a subies, il passe déjà le joueur, c'est juste que le joueur de l'aide arrive, soit Payton ou Green arrive, lui récupère la balle, quoi. Mais pour moi, ça a été une des problématiques des Warriors, c'est comment gérer le premier pas et la vitesse combinée à la force en fait de Jaylen Brown. Ça, c'est quelque chose, ils n'ont pas vraiment eu de réponse, à part quand ils ont pu de temps en temps ils ont mis Draymond Green dessus, ça a bien fonctionné. Et ensuite, ils ont dû mettre un peu Gary Payton dessus pour un peu soulager Draymond, quoi. Moi, je trouve vraiment, dans le grand débat qu'on avait eu par rapport à Tatum Brown, alors, par rapport à Tatum, je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit. Il y a vraiment ce moment quand il dépasse son vis-à-vis, où il se retrouve, tu l'as dit, Tom, il n'y a pas de drive and kick, qui est vraiment dans cette zone intermédiaire entre le mi-distance et vraiment la restricted area, où tu vois, qui sait pas quoi faire en fait. Plusieurs fois sur la série, il sait pas quoi faire. Et les stats le montrent, il est à 9 sur 36 dans cette zone-là, sur les finales NBA. C'est pour un joueur de ce calibre-là, c'est vraiment pas bon. Et c'est là où tu te dis que des fois, pourtant, j'avais l'impression, je voyais sûrement pas assez de Celtics, j'avais l'impression qu'il avait ce petit flotteur, mais il doit encore développer des moves, je pense, à cette zone-là. Moi, un de mes problèmes dans cette série par rapport à Tatum, j'ai glosé beaucoup dans le dernier podcast, je vais pas revenir sur tout ce que j'ai dit la dernière fois, c'est aussi ce sentiment que parfois, comme il a des responsabilités en playmaking, quand l'attaque des Celtics était en panne complète, eh bien, il essayait de faire du playmaking pour les autres, là où parfois j'aurais aimé, comme ce que peut faire Brown parfois de manière un peu maladroite, qu'il soit plus dans le scoring. Et un des autres problèmes dont on avait souvent parlé, c'est que les deux, et ça c'est autant Brown que Tatum, à un moment, notamment quand il y avait Poole sur le terrain ou même Stephen Curry, étaient tellement obsédés par recherche de mismatch, qu'en fait, du coup, cette dimension playmaking, il y a parfois sur séquence, elle disparaissait en fait. Au fait, c'était juste, je pilonne le mec en face parce que c'est un mismatch. Et le truc, c'est que du coup, l'attaque s'enrayait. Et déjà que c'était pas une attaque flamboyante, c'était un peu terminé pour eux.
c'est des notions de rythme, de contrôle de match. Je peux pas leur en vouloir trop, mais je maintiens. Je sais que s'il y a beaucoup de discussions sur les finales de Tatum, je lui mets 11 sur 20. Je change pas par rapport à mon bilan d'autres fois. Clairement. Il y a cette recherche de mismatch aussi faisait que je trouvais que des fois, la Boston se créait pas assez de transition. C'est-à-dire que des fois, on remontait tranquille, et la balle remontait tranquillement, et puis on commençait l'action avec 12-13 secondes. Mais non! Sur le match 3, quand il y a le gros écart dans la première mi-temps, c'est parce que ça pilonne. Les Celtics sont plus grands, plus rapides, plus tranchants, gagnent des secondes chances. Sur les rebonds, les longs rebonds, gagnent tous les ballons parce qu'ils sont plus grands, plus agressifs. C'est comme ça que tu pouvais générer de l'attaque contre la défense des Warriors qui sur demi-terrain est excellente. En plus, quand toi t'es pas une bonne attaque, c'est bête. Donc je suis vraiment d'accord avec ça. Je pense que à 28 ans, peut-être que ces 2 joueurs-là feront sûrement de meilleurs choix balle en main et de meilleures lectures sur tout ça. Il y aura plus de nuances dans leur jeu. On parle souvent de troisième contrat chez les stars comme vraiment le moment où ça devient le paroxysme de leur jeu. Donc il y a vraiment des axes d'amélioration sur les deux, et clairement Tatum doit avoir plus de variations dans la manière dont il se crée de l'attaque pour lui-même. Et Jaylen Brown doit aussi avoir peut-être plus de moments où il est capable d'être un peu meilleur off-ball, capable de proposer des solutions un peu loin du ballon. Donc je pense que ça va venir. Ils ont 24 et 25 ans. Pour moi, ils ont déjà passé de grosses étapes en fait depuis 3-4 mois. Ah, clairement. J'ai une question par rapport à ça justement. Est-ce que du coup, alors ils sont pas dans leur prime, mais ils s'en approchent grandement. Et question pour Alan, mais Tom aussi, est-ce que du coup, c'est ça la construction d'équipe qui doit avoir autour de grosses défenses, et en espérant que à moyen terme, ils progressent énormément sur le playmaking pour faire tourner ça. Est-ce que là, tu l'as dit, il y a eu des tentatives à chaque fois avec du Kemba Walker, avec du Dennis Schroeder. Alors ils étaient encore très jeunes, hein, même il y avait eu Kyrie, Hayward. Est-ce que là ils ont trouvé est-ce que c'est ça la solution qui peut les porter vers le titre dans quelques années, ou s'en approcher encore plus? Je pense que c'est une super bonne question, parce que l'équipe, si tu regardes l'ossature en termes de contrat, à part alors Ford, c'est le choix qui a été fait, c'est ça. Hein. Parce que White est encore en contrat 3 ans, Robert Williams et Smart ont été prolongés, les extensions ont commencé ou vont commencer. Eux, ils sont dans leur deuxième contrat. Brown est d'ailleurs éligible à une extension cet été si Jaylen Brown veut prendre une extension. Donc, à part alors Ford, entre guillemets, je peux te dire où, je peux te dire non, ça dépendra de ce qui est fait avec Al Ford. Est-ce que Al Ford, on va plutôt prendre son contrat et le remplacer par peut-être un playmaker sur les extérieurs, ou est-ce qu'on va garder Al Ford ou un joueur du type d'Al Ford, un poste 4-5 qui défend et qui a un stretch en attaque et un playmaker. J'ai hâte de voir ce qui sera fait. Ce choix-là, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Ce choix-là me dira, exactement. Mais il est âgé. Ça peut être le seul argument qui fait que tu l'incorpores pas dans le projet à long terme. Je pense que ce choix-là d'allocation d'argent et de ressources, il en dira pas mal, parce qu'après les autres joueurs, c'est du développement. Le roster des Celtics, c'est top heavy. Hein. Tu peux jouer à 8-9. Le facteur X pour les années prochaines, c'est de développer Rodney Smith dans ce qui devait être au moment où tu le drafts dans la loterie, c'est un TND, mais c'est pas plus. Moi, je suis pas forcément d'accord. Avec Alan, tout simplement parce qu'en fait, ce dont tu as besoin aujourd'hui pour affronter les adversaires que tu as eu hier sera différent des adversaires que tu auras demain. Donc du coup, peut-être que cette version des Celtics, elle est bonne pour les adversaires qu'ils ont affrontés là, ouais. Mais je sais pas en fait si cette construction là est assez bonne pour peut-être dans 2 ans, dans 3 ans, quand peut-être d'autres équipes seront sur le devant de la scène. Clairement. Je trouve qu'ils sont très très bien, mais en fait tu peux pas regarder la construction de ton équipe uniquement par les yeux de ton équipe, puisque pour gagner le titre, tu dois affronter d'autres équipes, tu vois. C'est-à-dire que, si par exemple tu arrives au maximum de toi ce que tu peux faire, ben peut-être que le maximum que tu peux faire, ça suffit toujours pas pour être assez bon pour battre les équipes qui sont vraiment au top du top. Je trouve qu'ils ont trouvé quelque chose de très bien avec la défense et tout, parce que faut pas se leurrer, hein, aujourd'hui le fonds de commerce de Boston, c'est la défense. C'est du coup la grosse défense,
le rôle de Rob Williams, la grosse défense sur le périmètre, la défense des ailiers, c'est vraiment la défense. Donc, c'est un équilibre qui est fait, en fait, puisque c'est une équipe qui est équilibrée sur un déséquilibre, avec une grosse défense et ensuite des joueurs qui sont capables de permettre à l'attaque globale de fonctionner. Et je me dis que vouloir aller chercher une pièce qui irait dans l'autre sens, vouloir peut-être essayer de rééquilibrer, parce que faut donner des minutes, parce que quand tu regardes par exemple la défense des Celtics aujourd'hui, c'est qui, si tu prends le top 7, 8, les moins bons défenseurs, c'est qui? Derrick White? Alors que Derrick White, c'est un super défenseur, tu vois. C'est un super défenseur. Donc, si tu, regarde ce qui s'est passé, par exemple, le simple fait d'enlever des minutes de Schroeder et Kanter et les remplacer par un bon joueur défensivement. Regarde ce que ça a permis de faire. Donc, je me dis que peut-être qu'aujourd'hui, ça suffit et que cette construction-là, elle fera d'eux un contender encore plus dangereux, simplement avec de la progression organique. Aller mettre un ball handler peut-être sans shoot et qui défend moins bien, je pense pas que ce soit une bonne fin. Je suis d'accord avec toi, je dis pas qu'il faut le faire, juste que le choix qui sera fait de l'allocation, soit de re-signer en forward, soit d'utiliser l'argent pour autre, donnera des indices sur l'idée qu'ils ont de ce qu'ils avaient cette année entre les mains. J'ai juste de réflexion. T'en penses quoi, toi? Tom, tu penses donc que le danger, ça serait de pas s'adapter, c'est ça? Non, le danger serait de pas s'adapter à ce qui vient. C'est-à-dire, uniquement, le danger serait juste par exemple, de voir les faiblesses qu'il y a eu cette saison et d'essayer de corriger les faiblesses sans penser aux futures forces des adversaires. Sans penser aux autres et aux futures forces des adversaires, c'est ça. Alors, j'ai bien compris, c'est pour ça que je suis très sceptique parce qu'en fait, ces dernières années, qu'est-ce qui s'est matérialisé? Moi, j'aurais été GM, j'aurais eu cette mentalité-là, j'aurais construit mon équipe contre les Nets, ça s'est pas matérialisé, contre les Clippers, ça s'est pas matérialisé. Les Lakers l'ont fait, les Lakers on s'en dit il faut être top heavy parce que alors on avait dit que c'était une erreur avec Westbrook, mais ça s'est pas réalisé. Pour moi, c'est une erreur. Tu vois, il y a beaucoup d'adaptation en fait. On est tellement sur peut-être que c'est les dernières années qui ont fait ça, avec les saisons qui s'enchaînent, bref. Et ma deuxième crainte, moi, c'est qu'on leur demande de progresser sur des trucs super durs, en fait. On leur demande d'être des meilleurs playmakers. Et c'est ça. Alors, c'est ça. En soi, je dis pas que la solution que vous avez dit, vous avez un peu détruite dans le sens où on amène un playmaker, c'est la bonne solution. C'est juste, on leur demande de progresser sur peut-être le truc le plus difficile sur lequel il faut progresser en NBA. Ouais. Après, tu vois, ça leur a fait défaut quand même en finale NBA, tu vois. Il y a eu des choses avant, tu vois, on peut pas, le niveau qu'ils ont actuellement, là, les grosses, alors oui, ça, tu l'avais déjà pointé du doigt, Ben, notamment face au Heat, le fait qu'il les trous d'air, parce qu'au bout d'un moment, il y a plus de solutions, des choses comme ça. C'est des choses qui sont récurrentes, mais faut dire que c'est quand tu vois en fait d'où ces joueurs-là sont partis et où ils sont arrivés aujourd'hui, pour moi, il y a pas de raison qu'ils ajoutent pas le playmaking. Et tu vois, est-ce que c'est pas le danger de ce que tu critiques souvent, de croire qu'on est sur Touquet, que la progression elle sera forcément linéaire et qu'ils vont forcément apporter le playmaking à un moment. Genre ça serait, par exemple, que Brand ne développe jamais de playmaking, pour moi c'est pas un truc fou, imaginez. Oui, mais regarde Tatum en début de saison et en fin de saison en termes de playmaking. Là, on n'est pas sur de la progression linéaire du tout, Là, on est sur un truc, il y a des trucs qu'il faisait pas du tout en début de saison, et là, il a des lectures avancées, tu vois. Voilà, tu vois, il a des lectures hyper avancées. Donc, tu vois, plus que progression linéaire, ça peut être à un moment donné, le déclic, tu vois, une progression brutale, le déclic. Et voilà, puisque c'est juste que ce sont des bons playmakers. Enfin, Tatum, pour moi, est devenu un bon playmaker. C'est juste que c'est pas encore un playmaker élite. C'est ça. Mais encore une fois, tu vois, ce jump entre bon et élite qui est, on va pas dire qu'il est nécessaire, mais il y a quand même un moment où il faut que tu aies des passeurs élites. Pour moi, il est plus difficile qu'entre moyen et bon. En fait. Ouais, c'est l'idée. Souvent, on ne pense pas comme ça, mais c'est plus dur de passer de moyen à bon que bon à LeBron, quoi. Non, c'est le contraire. C'est plus dur c'est plus dur de passer de 14 à 18 que de 10 à 14, en fait. Voilà, exact. Oui, c'est ça. Ouais, voilà, ouais.
Enfin, Mais donc à voir. Après, je dis pas que la solution c'est d'aller dans le zag, mais c'est un truc qui m'intéresse beaucoup parce que je trouve que on va mettre sur Tatum et Brand de la pression en playmaking qui sera assez énorme. Et d'ailleurs, par rapport à ça, moi je trouve, je vais revenir vers toi, Alan, mais faut peut-être réfléchir ça sur 2 ans parce que tu l'as dit, Brand éligible à une extension, mais il y a aussi cette idée de Il apprendra pas. bah, il est en fin de contrat dans 2 ans. Et moi, je sais que je me répète, j'ai beaucoup de mal quand, je sais pas, j'écoute par exemple The Ringer, Kevin O'Connor qui dit, ils sont en avance sur leur calendrier, c'est une jeune équipe, ils ont, les titres sont gagnés dans longtemps. Oui. Et ce que j'apprends aussi récemment, c'est que c'est pas une certitude que Tatum et Brand seront encore ensemble dans 5 ans. Donc, je pense l'objectif, c'est d'être, ouais, t'as raison. Mais c'est parce que l'objectif, c'est de retourner en finale NBA dans 2 ans. Genre. c'est ça. Mais parce qu'en fait, historiquement, on ne labellise pas les Celtics comme une franchise qu'on quitte. C'est pour ça. À part Kyrie, personne ne l'a fait. Mais sauf qu'en fait, on est en 2022 et que la NBA, elle marche plus comme ça. La NBA, on peut partir des Boston Celtics. On peut même pas considérer les Lakers dans une entrevue de free agency. Voilà, ça arrive. Ce qui n'arrivait pas dans les années 90, années 80, 70, tout ça. Donc oui, moi, c'était ma plus grande peur il y a un an. C'était qu'on se repose sur des lauriers et qu'on dise non, on a le temps. Tatum et Brown viennent d'entamer leur 2e contrat. Il faut développer les jeunes. Non, il fallait pas développer Romeo Langford, Nesmith et tout ça. Il fallait essayer de mettre la meilleure équipe sur le terrain tout de suite pour faire quelque chose. Et je suis vraiment d'accord avec toi. Je pense comme Tom que Brown ne prendra pas l'extension. Il n'a pas grand intérêt à la prendre parce que c'est une extension qui serait moins chère et moins longue que ce qu'il pourrait avoir dans 2 ans. Donc, en réalité, il n'a pas vraiment intérêt. Surtout que s'il fait une All-NBA l'an prochain ou dans 2 ans, et alors là, c'est encore plus jackpot. Il vient de signer avec une nouvelle agence en plus, donc je pense que il n'a pas grand intérêt. Et ne pas prendre l'extension ne veut pas dire qu'il partira. Bien tu sûr, vois. mais c'est juste en termes d'années et d'argent par an que c'est pas intéressant dans l'optique où il veut rester. Donc clairement, il faut avoir comme objectif de jouer la finale NBA l'an prochain et dans 2 ans, parce que Oui. Tatum et Brown peuvent décider d'aller voir ailleurs s'il y a un projet qui les intéresse ou autre. Donc ouais, moi il faut pas se dire, c'est très dur, il faut pas détruire ce qu'on a fait, faut pas changer pour changer, mais il faut pas dire allez, on refait parce que de toute façon ça a marché cette année et l'an prochain et dans 2 ans on est sécurisé en termes de contrat, on est sécurisé sur nos role players. Je pense que les role players c'est bon, ils vont pas partir, mais ceux qui peuvent mettre la pression ou qui peut avoir des envies de départ s'ils sont pas gargarisés par les succès collectifs, ça peut être Tatum ou Brown. Donc même si pour les fans des Celtics, à part Kyrie, personne n'est jamais vraiment parti, personne n'a jamais vraiment dit non aux Celtics dans leur prime, il faut s'attendre dans une NBA qui a changé que ça puisse être possible. Donc il y a de la pression de résultats dès l'an prochain, il n'y a pas d'autre choix pour moi. Surtout que c'est une équipe qu'on a vue que sur un tiers de la saison comme ça, hein. Puisque on a tendance à croire que tu vois la trade deadline et le All-Star break, c'est à la moitié de la saison. Non, c'est à 2 tiers, à 2 tiers de la saison. C'est que fin janvier donc, que l'équipe elle est comme ça en réalité. Voilà. Voilà. Donc au final, faut peut-être laisser encore un peu plus de temps à ce groupe-là, comme il est là, voir en termes de progression incrémentale, plutôt que d'enlever une pièce qui était peut-être importante pour ce projet-là, parce que pour aller chercher un joueur qui est capable de rentrer dans ce que Boston a proposé des 2 côtés du terrain, c'est pas avec ta taxpayer mid-level exception que tu vas le trouver, hein, ce joueur-là. Et t'as plus trop de pics de toute façon. Tu vas pas trouver un joueur comme ça à 6 millions l'année, quoi. Mais c'est intéressant vis-à-vis du coup du recalibrage des ambitions de Boston, parce que il y aurait pas eu ce run-là. Tu vois, imaginons, je veux pas enlever du crédit au run de Boston, mais imaginons Middleton est en bonne santé, disons qu'ils perdent au second tour contre Milwaukee. On n'a pas le même discours. On se dit pas, ils doivent jouer le titre en 2023. On n'a pas ce discours-là. Écoute, c'est assez intéressant qu'on a fait. Moi, ouais, voilà. Tu joues pas le titre. Donc, cette idée, tu vois, je pense pas, si je refais la comparaison avec ce que j'avais fait, je pense pas que ce soit une Atlanta où tu te retrouves très vite très haut. Trop vite, parce que t'as Tatum qui s'installe dans la hiérarchie NBA, t'as un effectif extrêmement solide, mais c'est intéressant de voir que ce run-là, du coup, recalibre complètement ce qu'il faut faire du côté des Celtics pour les prochaines années, là où, je tiens à rappeler que dans la conférence Est, sur les 5 dernières années, il y a 5 équipes différentes qui vont en finale NBA, donc,
l'après LeBron, enfin 4 du coup si on compte que l'après LeBron, laisse beaucoup d'incertitudes dans la conférence. Ah, c'est plus OKC 2012 pour moi. C'est ok, on arrive, on est là. Mais on est là, ça veut dire on est dangereux, mais ça veut aussi dire il y a de la pression de résultat sur les 2-3 années qui vont suivre. Parce que sinon, le projet peut être beaucoup plus court qu'on ne le pense. C'est surtout que quand tu vois Vas-y. En fait, surtout que quand tu vois, par exemple, en début de saison, t'avais une partie de la fanbase des Celtics qui était un peu pour transférer Smart pour ce fameux meneur de jeu, tu vois. Donc tu vois comment ça va vite, ça va très très vite en NBA. Puis tu vois, par rapport à cet effectif, il faut aussi dire qu'on a beaucoup insisté. Alors, Alan dit que c'est un effectif top heavy. Tu vois, je suis plus ou moins d'accord avec toi parce que d'un côté, les joueurs 3, 4, 5 sont quand même déterminants. Ils sont déterminants dans tous les projets, mais là, pour l'assise défensive, ils sont totalement déterminants. Et il faut aussi, je pense, avoir conscience du côté Celtics qu'on arrive en finale NBA. Alors, Robert Williams est pas à fond. Tatum a peut-être un problème à l'épaule, mais regardez toutes les équipes autour. Le Heat a joué plusieurs matchs sans Butler. Les Bucks n'avaient pas Middleton. Enfin, les Clippers, il y avait personne. Enfin, il y a beaucoup d'équipes qui ont Denver était décimé. Je veux dire donc cette réussite-là vis-à-vis des blessures qui existe du côté des Warriors aussi, il faut faire attention. Tu parlais du run du Thunder. Enfin, les supporters du Thunder peuvent te le dire. En fait, chaque année, il y a un mec qui se blesse. Donc, Totalement. C'est compliqué. En tout cas, c'est plus top heavy en playoff. En saison régulière, Tice il peut jouer, Nesmith il peut jouer. C'est juste qu'en playoff, on joue à 7,5. Ce qui est quand même assez top heavy. Mais sauf que les 7 étaient légitimes, quoi, sur les tours de playoff. D'où la pression que l'on met. Je pense qu'on le fait peut-être plus que d'autres sur l'importance de gagner quantier, en fait. Enfin, genre, il n'y a pas de, t'es en finale NBA, tu gagnes. Enfin, genre, c'est un contrat qu'il faut passer. J'aime bien cette dernière question de Tom. Enfin non, parce que j'en ai... Ah, t'as un truc à rajouter, Tom? Parfait. Eh bien, je continue. Alors, laquelle de ces deux équipes a le plus de chances pour vous d'être en finale l'an prochain? Je vais aller vers toi, Tom. Je sais pas. Franchement, j'ai beaucoup réfléchi et je me dis que l'Ouest sera tellement plus dangereux l'an prochain que, au final, si je devais choisir entre les deux, je dirais Boston. Parce que l'Ouest, l'an prochain, ça va être beaucoup plus dur et je pense que il y a beaucoup plus de chances que des équipes de l'Ouest émergent par rapport à l'Est, je pense. Oui, parce que t'as le double retour Denver Clippers, il y a les Lakers, on sait pas. Puis peut-être que Phoenix va arrêter de faire n'importe quoi. Enfin, je sais pas. Mais non, je dirais quand même Golden State, parce que pour moi c'est une meilleure équipe que Boston. Donc même si pour moi il y a les retours de tous les autres. Hein. Ils peuvent quand même battre tout le monde, hein, pour moi. Donc là où Boston, honnêtement. Contre une équipe des Bucks à 100%, pour moi, Boston est moins bon. Donc, je pense que je dirais quand même Golden State. Je pense que je dirais aussi Golden State, mais c'est intéressant ce qui est bien, c'est qu'on va s'attirer les foot des deux fanbases de la journée. C'est que on a l'impression, quand on les écoute, qu'on n'est pas sûr que, par exemple, contrairement aux années précédentes, enfin, pas aux années précédentes, mais au milieu des années 2010, quand on avait ce refrain Cavs Warriors, on reparait pas sur un rematch, quoi. Ah, je serais super surpris s'il y a un rematch. Non, je pense pas. Pareil. Ça serait bien, je pense. Ça peut être encore un super final dans un an, mais je parierais pas pour. Ok. Et alors, je voulais rajouter, elle est difficile, donc il peut ne pas avoir de réponse. Selon vous, quelles seront les conséquences de ce run, mais dans la manière dont on va analyser un petit peu la NBA. Par exemple, je m'explique, l'année dernière, une des conséquences, c'était dans le narrative, vous voyez, Giannis est resté dans sa franchise, l'épanouissement du franchise player qui a fait confiance, etc. Vous voyez.
Il y a un peu cette idée-là. Selon vous, quel sera un petit peu le discours dominant après ces finales-là? Est-ce que c'est la beauté de la draft? Est-ce que c'est ça? La construction d'équipe par la draft qui est vue comme plus romantique et qui c'est mieux de gagner comme ça que de gagner par la free agency. Je pense que c'est ça que les gens veulent dire. Je trouve que c'est bien aussi en vrai de drafter des joueurs et de les développer. Je trouve que c'est beau. En réalité, je trouve ça mieux que. Je pense que tout le monde est d'accord pour dire que c'est. Voilà, tout le monde est d'accord pour le dire, mais sauf qu'en fait, des fois, c'est trop un argument qui est utilisé pour dénigrer les autres types de construction d'équipes. Franchement, des équipes qui, comme Toronto, je trouve, qui sont beaucoup dans le trade. Je trouve ça super intéressant et super beau, super fort aussi. La free agency à outrance, oui, c'est un peu chiant parfois. Je pense que la théorie du meilleur joueur. Ouais. Ouais. Peut-être la théorie du meilleur joueur et le fait que. Mais ça, à part LeBron qui perd en finale, on l'a toujours vu, Tom. C'est tout le temps l'équipe qui a le meilleur joueur qui gagne. Ouais, mais c'est quelque chose que tu vois. George au premier tour. Ouais, mais. Non, mais tu vois. Non, mais c'est quelque chose, tu vois, en début de playoff, c'est quelque chose dont on pouvait douter à certains moments. Par exemple, il y a la partie les Celtics contre les Bucks. On pouvait un peu, tu vois. Ouais, ou même à un moment les Celtics contre les Nets. Hein. À un moment, ça peut être dit qu'Eddie serait sûrement le meilleur joueur de la série. Et peut-être même Miami aussi, quand Butler était bon. Ouais. Pas les matchs 4 et 5, mais sur le reste, oui. Non, mais c'est cette fameuse théorie dont on n'a pas du tout la paternité. Hein. C'est juste qu'on aime bien la rappeler, et c'est vrai qu'elle est quand même souvent vérifiée. Je pense elle est surtout vérifiée dans ce cas de figure quand il y a, on fera notre DH20 dans un peu de temps, dans quelques semaines quand même. Je pense quand même sur ce qu'on a vu sur ces finales, il y a, on va utiliser l'anglicisme, un tiers. Il y a quand même un groupe d'écart encore entre tout Tatum qu'il est entre Curry et Tatum. Et quand il y a un groupe d'écart entre le meilleur joueur d'une équipe et le deuxième d'une autre, si derrière il y a pas un écart gigantesque avec les autres joueurs de l'équipe du meilleur joueur concerné, c'est compliqué pour les autres. Totalement. C'est pas grave. Peut-être la théorie du MVP aussi. Ah oui, il faut un MVP pour gagner le titre aussi. En soi, il te faut un des 8 meilleurs joueurs du monde pour gagner le titre, quoi. Ouais. Et la question, et je veux pas griller le DH20, mais je pense qu'on a vu sur séquence, ou un des 6-7, même si je suis encore plus restrictif, et qu'on a vu sur séquence que Tatum s'en approche petit à petit, mais n'est pas encore dans ce groupe-là de mutants, quoi. Ok. Du coup, les gars, merci d'avoir été là. Alors, c'est la fin de saison, on part pas, mais c'est l'occasion pour moi de remercier tous ceux qui nous ont écoutés aussi cette saison, comme d'habitude, sur toutes les plateformes. Sur YouTube aussi, on a vu beaucoup de progression. C'est une plateforme sur laquelle on a beaucoup hésité à venir, notamment en vidéo, mais voilà, les outils sont un peu simplifiés de notre côté, donc on voit que vous êtes de plus en plus présents, donc on vous remercie beaucoup. On vous remercie pour vos retours, positifs comme négatifs, quand vous y mettez les formes. Enfin, c'est toujours intéressant, et ça nous permet le petit rire d'Alain, et ça nous permet de nous améliorer. D'ailleurs, je vais pas tarder à le mettre en place, peut-être après le prochain podcast, le sondage qu'on fait de manière annuelle pour avoir vos retours. Et puis voilà, les gars, très bonne année, une année qui se termine, la 6e du podcast. Ça fait plus de 6 ans qu'on est dans cette galère, quand même. C'est quand même très beau. Donc, on vous remercie de votre fidélité. On dit bravo encore une fois aux Warriors qui font, malgré peut-être ce que les fans des Warriors pensent, qu'ils font de très bons champions. Hein. On ne dénigre pas ça. La Dub Nation qui est... On n'est pas des haters des Warriors. Très heureuse. Voilà. Vous vous rendez compte, vous vous souvenez de l'arc triplé quasi triplé des Warriors, où à la fin de chaque podcast playoff, on nous accusait d'être pro Warriors. C'est quand même fou, le développement. Bref. En tout cas, on vous remercie de votre fidélité. On vous remercie était pro Warriors, en vrai. On aimait beaucoup les Warriors, en réalité. Avec le recul. Plus que la moyenne, en vrai, si on regarde. Et Curry, pareil. Vous vous souvenez de l'arc Curry, par moment? Oui. Ah, mais pour moi, il est pas terminé, celui-ci, hein. Ouais, au Garden, il est fini, en tout cas. Même les Warriors avec KD, on aimait beaucoup.
Je pense qu'en fait, c'est pas tellement qu'on aimait, c'est qu'on détestait pas à cette époque-là. Et c'était déjà une première victoire. Il y avait des moments où c'était un peu usant. En 2017, la finale, je me rappelle même Ben, t'avais dit ouais là bon en fait c'est un peu on a atteint un stade où ça va être plus trop intéressant. C'était une équipe historique en face et ils se font défoncer. Mais oui, l'expérience de voir cette équipe-là restait quand même historique parce que pour moi c'est la meilleure équipe de tous les temps. Donc l'arc 2016-2018 c'est la meilleure équipe de tous les temps. Donc. À quel point vous pensez qu'on a été biaisé par ça du coup? Beaucoup. Pour les Warriors de maintenant, énormément. Énormément. Ouais. Beaucoup trop. Tu vois, trop, parce que au final, je pense que c'est peut-être aussi pour ça qu'on a été peut-être un peu dur avec ces Warriors-là, en fait. Parce qu'on les a tellement survolés, quoi, que, tu vois, et même sur l'attente qu'on a de ce que doit avoir un champion NBA, au final. Maintenant, on a des champions NBA qui ont des faiblesses, et ça nous étonne, tu vois. On en discutera. Parce que on va pas faire 15 minutes. Grille pas tes billes. Je ne grille pas mes billes. En tout cas, du coup, on vous remercie comme je vous l'ai dit. Et puis nous, on se retrouve très vite. Et en tout cas, on vous souhaite, du coup, une bonne période sur NBA. Alors, je sais qu'il y a la draft bientôt, il y a la free agency, mais sans match, en fait. Parce qu'il faut pas oublier que les matchs, comme ça reste. Ah oui. On a dit NBA. Ok, ouais. On va vous laisser là-dessus. Et puis, bonne semaine, du coup. Salut. Salut.